Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père, où aujourd'hui nous allons vous parler d'histoire économique de la France. Parce que, encore une fois, on ne peut bien comprendre demain que si on s'inspire d'hier, et si on veut un petit peu savoir où l'on va, il est important de connaître ses racines. Et comme on parle ici d'économie, je trouvais important de parler de l'histoire économique de la France, chez le DAF qui va absolument sortir. Mais avant ça, plusieurs choses, notes de service. On a reçu le livre de notre ami Samuel Furfari, que je vous montre, dont on vous a dit grand bien et que je ne saurais trop, donc chrétien écolo, que je ne saurais trop vous engager à lire. Il est formidable en ce qu'il il explique vraiment avec force et rigueur et texte à la pluie combien quelque part un chrétien averti ne peut pas se réconcilier avec cette vision de Gaïa qui lui est donnée à la Béquet. Comme nouvelle déesse. On ne peut pas adorer le Christ et Gaïa. On ne peut pas servir de Dieu, de Seigneur, encore une fois. On peut pas servir de... Et c'est un peu le nouveau Mammon. Et à ce titre, il explique vraiment bien, avec toutes les références de textes écrits. Il est protestant, donc il a une très bonne connaissance du livre. Non, il est compliqué parce que je crois qu'il est protestant d'origine juive. Alors il doit avoir aussi une connaissance de la Bible. Les protestants ont une bonne connaissance de la Bible, mais en principe, ceux qui ont la meilleure connaissance de la Bible, puis c'est pas tout à fait la même. C'est pas dans le même ordre. Oui, mais la façon dont le Talmud est ça donne l'idée utilisé, décrit, fait qu'on a une très bonne exégèse et que souvent une très bonne... C'est un type au poil. Hein. Très bonne connaissance des livres. En plus, il ressemble à Hercule Poirot. Voilà. Alors, absolument rien à voir, mais j'ai reçu une lettre qui m'a beaucoup touchée et je me suis dit que j'allais vous en parler parce qu'après tout, on est aussi une communauté. C'est un auditeur qui nous regarde, qui nous entend et qui est en train de connaître des malheurs avec son entreprise qui, figurez-vous, pose de la moquette dans les appartements et les cages d'escalier et ainsi de suite. Et il s'est occupé de la Cour des comptes, il a un grand savoir-faire et donc il fait appel à vous si jamais vous avez besoin de faire poser par votre syndic des tapis d'escalier de moquette ou par vous chez vous. Essayez de demander Marcel Antoine, donc l'atelier, ça s'appelle, et je vais vous donner son numéro de portable qui est le 06 04 00 32 32. Je répète. 06 04 00 32 32. Et c'est monsieur Marcel Antoine. Et voilà, il est amoureux du DAF. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'étais obligée de faire quelque chose. Voilà. Absolument. Alors, maintenant que nous avons fini la réclame, c'est le petit monsieur qui lance la dans les cinémas, tu sais, dans le centre du rond là. Dans le centre du rond avec son pic là. Ouais, et quand tu vas à la montagne ou des trucs comme ça, t'as toujours des pubs locales, tu sais. Alors pour les courses, pensez à. C'était l'époque quand j'étais jeune, il n'y avait pas de publicité, c'était de la réclame. Oui, c'est ça, j'ai fait la réclame. T'as fait de la réclame. J'ai fait la réclame. Pour un monsieur qui le mérite certainement d'ailleurs. Mais voilà, sa lettre m'a touchée, donc voilà. Alors au début, je me suis dit, ma fille, je ne savais pas très bien, je me suis dit, histoire économique de la France, j'ai erré dans les rayons et je suis tombée au début sur ça, sur monsieur Daniel Cohen. Je me suis dit, bon, il vient de décéder, paix à son âme, et je me suis dit, pourquoi pas une histoire de l'économie en 130 pages par un des plus brillants esprits du XXIe siècle. Ça commence tout de suite en nous expliquant que à partir du moment où on a pu dégager du capital, la classe des nantis a pu s'établir. Ensuite, les oisifs. Ensuite, j'ai 20 minutes qui m'expliquent que Malthus a raison. Donc, inutile de vous dire que ce truc m'est absolument tombé des pattes et que je me suis dit, ça ne va pas du tout. Parce qu'au début, j'ai eu la fièvre, j'ai eu la bonne idée. Je me suis dit, non, mais c'est bon. Je vais réussir à sortir les faits et tant pis pour son biais. Eh bien, pas du tout, j'ai pas réussi. Donc, je suis tombée ensuite sur ce livre. Écoute, une pépite. Je ne sais pas qui est ce monsieur, Charles Serfati. Il est économiste à la Banque de France et il enseigne à l'école d'économie de Paris. Et donc, Histoire économique de la France est son premier livre. C'est une pépite. Te dire que j'ai adoré ne suffit pas à le dire. Alors, j'avais lu le gros bouquin de Nemo. Mais le gros bouquin de Nemo, si tu veux... C'est l'histoire de la chrétienté, enfin l'histoire de comment on est. A quand même une dimension très philosophique, et Dieu sait que j'adore Philippe Nemo, une grosse dimension philosophique à l'intérieur qui donne beaucoup de poil aux pattes et parfois fait qu'on
on tire un peu la langue. Mais il faut s'arrêter un peu parce que il faut relire parce que parfois on n'a pas tout compris. Nemo, c'était son livre qui s'appelait L'Occident chrétien, je crois, quelque chose comme ça. Les 7 grandes idées, je me souviens exact, qui avaient transformé le monde et qui avaient toutes commencé dans la chrétienté. Donc c'était un bouquin qui a été traduit dans je sais pas combien de langues, qui est admirable. Et si vous ne l'avez pas lu, vous devriez le lire. Mais en effet, il faut lire un chapitre par un chapitre, quoi. C'est pas. Et puis ensuite, vous reposez un peu parce que vous êtes fatigué. C'est pas léger, voilà. Écoute, là, ça m'avait pas fait ça depuis longtemps. J'étais enthousiasmée. C'est-à-dire que j'ai lu un livre et, tu sais, j'étais excitée, je voulais pas le reposer. Bon, alors, malgré ça, j'ai pas pu le finir et je pense, donc, si ça vous intéressait, je ferai la deuxième partie, la semaine prochaine parce que là, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais on va quand même commencer par la présentation. De cette histoire de France. Je regarde. Hein. Oui, bien sûr. Et alors, c'est assez intéressant parce que ce qu'il dit dès le départ, il dit, bon, tout ce passé immobile qui a précédé la révolution industrielle, ça permet de cerner d'autres changements beaucoup plus profonds derrière l'atonie de la croissance qui a pu avoir lieu pendant ces siècles et les cycles répétés de crises militaires et économiques. Et aussi, ce que il y avait des famines, il y avait des pestes, c'était épouvantable. Hein. Voilà, et c'est à travers la succession de conflits qu'il y a pu avoir aussi, qui ont nécessité qu'il y ait un impôt royal et qui, quelque part, ont amené la nation. L'État qui a créé la nation. Qui a créé la nation. Mais c'est assez intéressant parce que en réalité, c'est quand tu vois au travers du livre que... à force de crise extérieure, après les guerres d'Italie et ainsi de suite, au fur et à mesure, on se dit, bon, ça va pas, on peut pas y aller en ordre dispersé, il va falloir qu'on se recentre, et puis les choses se sont emballées, et puis finalement, on a l'État et ensuite une nation. Et ensuite, la levée d'un impôt qui a été... C'est la création de l'État-nation. Ça s'est passé un peu pareil en Angleterre. Il y a eu 2 États-nations qui sont sortis de nulle part. C'était la France et l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'on s'est mis sur la gueule pendant quelques siècles? Ça nous a beaucoup occupés. Alors en fait, d'un système décentralisé où dominait l'Église, qui était justifié par la guerre de 100 ans, donc de ce système décentralisé au début, il y avait l'Église, la féodalité et les institutions communales. Mmh. Ensuite, la France est passée à une institution royale forte et dominante, mais dont les recettes représentaient près d'un 20e de la production intérieure à partir du règne de Louis XIII. C'est-à-dire 5% du PIB. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on en est à 60%. Voilà. Si vous voulez, alors, on a fait quelques progrès depuis Louis XIII, mais je suis pas sûr que l'administration centrale ait fait d'énormes progrès. Et alors, les finances publiques ne furent jamais saines. Dès Philippe le Bel, c'était le merdier noir. Ah non, mais il volait comme au coin d'un bois. Et il a dévalué, quoi, 13 ou 14 fois. Oui, et alors en plus, on le verra plus tard, mais il y avait ces coquins. Donc, ils émettaient une pièce d'or. Oui. Et ensuite, ils disaient, finalement, on va la rogner. Hein, donc, on va mettre moins d'or dedans. Et à chaque fois que ça repassait par les caisses royales, ils prenaient 20%. Il y avait 20% de frais de commission de rognonnage, en gros. Il y avait le rognonnage où on coupait un petit peu. Non, mais ça, c'est quand tu le faisais tout seul. Oui, quand tu le faisais tout seul. Mais d'ailleurs, tu te faisais... Si on t'attrapait, t'étais mal barré. Mais ce qu'il faisait, c'est que je crois que c'était la livre tournoi, que je sais plus quelle était la monnaie de l'époque. Je crois que c'était la livre tournoi, je suis pas sûr. Et donc, tous les contrats royaux étaient faits en livre tournoi. Mais au départ, la livre tournoi, elle devait faire, je sais pas, 10 grammes d'or. Puis on en a fait 9, puis on en a fait 8. Puis oui, c'est 7. Ça, bien sûr. Et donc, les gouvernements, ils repayaient en livre tournoi. Ils ne repayaient pas en grammes d'or, ces coquins. À chaque fois que tu ramenais, ils rappelaient l'argent. Mmh. Tu devais le ramener à la Banque de France. Et la Banque de France, à ce moment-là... Il n'y en avait pas à l'époque. Oui, mais c'est pour ça que je te dis. Trésor royal. Le Trésor royal. Tu le ramenais au Trésor royal. Et le Trésor royal te prenait 20% de commission de frais, en plus de te faire rogner. Ouais. Mais tu étais obligé de les rapporter. Ah bah oui, et ils prenaient 20%. Et les gens râlaient comme des putous en disant, mais non seulement, mais en plus. Bah oui, mais en plus, il y avait d'amusant. Enfin, c'était pas amusant, mais... c'est un truc qu'ont fait tous les dictateurs, c'est que de temps en temps, ils rappellent les billets. Mmh. C'est ce mais ils faisaient ça tout le temps. Là, ils rappelaient les pièces. Mais par exemple, Staline, il avait rappelé 2 ou 3 fois les billets, et il y avait plein de gens qui étaient suicidés, parce qu'ils faisaient ils mettaient ça dans leur matelas en se disant, ça me servira pour ma vieillesse. Et hop, d'un seul coup, ils rappelaient les billets pour les changer. Et donc, d'un seul coup, tout l'argent qui dormait, il valait 0.
C'est un impôt de 100% sur l'épargne. À la Banque de France, ils ont des histoires hallucinantes, justement sur des gens qui ramènent des billets qui étaient dans un matelas depuis 41. Enfin, mais moi, j'avais un de mes amis, enfin je raconte cette histoire parce qu'elle est vraie, qui était d'une bonne famille française. Ils avaient des comptes en Suisse, comme ça se faisait autrefois, mais c'est plus possible aujourd'hui. Et son père était décédé, donc il avait été dans le compte en Suisse et il avait trouvé des billets de francs en Suisse, de francs suisses, qui étaient dans le coffre de sa famille et qui avaient été émis au siècle dernier, littéralement. Donc il les avait amenés à la Banque nationale de Suisse, qui lui avait redonné des billets, il lui redonnait des billets tout neufs, qui lui a permis de repartir pour un siècle. Mais en plus, c'était pas idiot parce qu'en effet, les billets en francs suisses, c'est un petit peu comme si tu avais mis de l'or dans ton truc, quoi. Alors, pour faire un néologisme, la performance macroéconomique du royaume était assez nulle. Les Français n'ont pas vu leur niveau de vie progresser de Saint-Louis à Louis XVI. C'est pour ça que quand les gens disent aussi, oui, mais la croissance ne peut-être, c'est pas vrai, ne peut être qu'éternelle. Il y a des moments dans l'histoire où on a quand même connu des fortes stagnations. Ah ben bouge pas, tu peux dire sans crainte de beaucoup te tromper qu'il y a eu, pour ainsi dire, aucune croissance économique jusqu'à 1700, justement, c'est ça, 1750 à peu près. C'est au moment où il y a eu la découverte des progrès techniques et le droit de propriété avec Locke. Parce que tout ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que dans le fond, le droit de propriété en France, ça n'a jamais été la préoccupation numéro 1 des souverains. Et alors, c'est même plus intéressant que ça, c'est qu'en réalité, il le montre dans le livre, c'est quand l'esclavage est aboli que les hommes commencent à se poser la question de trouver une nouvelle productivité. Tant que tu es dans des pays, et on peut se poser la question pour certains pays d'islam, tant que tu es dans des pays où les bras ne coûtent pas cher parce que ce sont les bras de l'esclavage, tu ne te poses pas de la question de comment de la machine à laver la vaisselle. Exactement ça. Parce que tu as des petites mains pour le faire pour toi. C'est ce que disait ma chère mère quand elle était dans le nord de la Syrie. Elle disait, on était dans une maison, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau chaude, mais comme il y avait 40 personnes qui couraient partout pour nous aider, on se fait amener de l'eau chaude, quoi. Il la faisait chauffer, donc... Mais à partir du moment où tu n'as pas les esclaves, comme tu le dis, si tu veux que ton niveau de vie monte, il faut que tu trouves des trucs techniques. Je vais raconter une histoire parce qu'elle est mignonne quand même. C'était justement ma grand-mère quand elle était en Syrie. Et elle, le matin, au petit déjeuner, elle aimait bien avoir des toasts. Et les toasts, c'était toujours parfaitement chauds, les 4. Et un jour, elle demande au jeune homme qui s'en occupait, mais comment tu fais pour tenir les toasts au chaud, pas trop grillés, parfaitement ? Je crois qu'elle est allée voir, en fait. Oui, elle est allée voir. Et là, elle le trouve devant l'âtre de la cuisine, avec entre les doigts de pied un morceau de toast. Chaque doigt de pied. Chaque doigt de pied, un morceau de toast. Donc il mettait les toasts entre les doigts de pied et il les faisait chauffer au feu, comme ça, tranquille. Il devait avoir les pieds bien chauds, hein. mais c'est vrai, mais c'était comme ça. Donc, c'est vrai. Donc, il se passait des choses comme ça, et il y avait des tas d'astuces. Et moi, j'ai toujours pensé que si le progrès technique, etc., a commencé en Angleterre, bien qu'il y ait eu des tas de choses sur les moines en France, qui, vous savez, commençaient bien avant, mais je crois que c'est parce que les Anglais, c'est les plus cossards. Je crois que la cossardise est la mère de toutes les inventions. Comment faire un truc de façon plus efficace, alors, dans la série des cossardises, c'est aussi, parce que sûrement cossardise il y avait, qu'une grande partie des guerres qui ont été faites à cette époque étaient en réalité des pirateries économiques. Évidemment, c'est pour aller piquer le pognon des copains. Et les campagnes d'Italie de 1494 et 1559 et la guerre de Hollande en 1672-1778 étaient clairement des pirateries économiques. C'est pour aller chercher l'or des copains. Exactement. Et donc ça remet en perspective un petit peu les grandes victoires. Voilà. C'est ce que disait un de mes amis italiens. Il disait, s'il faut rendre au pays d'origine tous les trucs qu'on a piqués. Toutes les choses qu'on a piquées, le Louvre, il n'y aurait plus rien dedans. Il n'y aurait pas grand-chose, quoi. Et en particulier aux Italiens. Quand vous voyez ce qu'on a piqué aux Italiens pendant des siècles, à coup de guerre, etc., parce qu'ils n'avaient pas d'État central. Et d'ailleurs, on s'est raté sur ce coup-là, parce qu'on est parti faire ces campagnes d'Italie au moment
où l'Espagne est partie découvrir les États-Unis. Oui. Et donc, on s'est coupé de la possible recherche en or parce qu'on s'est dit, oui, on va aller... C'était plus simple de le chercher en Italie parce que là, on savait où il était. Mais en réalité, on s'est fait taper sur la gueule à terme, on a un peu récupéré la Provence, et puis c'est tout. Mais surtout, ce qu'on a perdu, c'est qu'on a perdu toute la Louisiane. Quand vous allez, par exemple, oui, en plus, du on a côté perdu... de Minneapolis, etc., qui est quand même dans le nord des États-Unis, là, dans l'immense truc qui remontait, ça remontait de la ville française, là, qui est aux États-Unis, où ils parlent français. C'est là où ils jouent du jazz, bien sûr. Bien, vous savez ce que c'est, quoi. Où ils jouent pourquoi du jazz. J'ai Orléans La Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Oui, c'était dans le bon tiroir. Donc vous allez à la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago en montant comme ça. Et quand vous allez à Minneapolis, qui est une ville où il fait un froid de canard et tout, ben vous avez la Marquette, vous avez que des noms français, parce que toute cette région-là n'avait pas été colonisée, mais explorée par des Français, en remontant les grandes rivières. Et vous vous dites, ben, c'est rigolo, parce que s'il y a un coup qu'on a raté, c'est celui-là, parce que tout le centre des États-Unis, tout ce qui est Saint-Louis, par exemple, Chicago, tout ça, c'est des Détroits, tout ça, c'était des villes qui ont été créées par des explorateurs français. Donc, ben oui, on aurait peut-être mieux fait d'aller moins se foutre sur la gueule avec... D'ailleurs, on se foutait sur la gueule en Italie, avec les Espagnols, beaucoup, avec les Autrichiens, un peu. Donc, c'était une guerre, c'était pas les Italiens qui étaient tellement là-dedans. On se mettait... Non, mais c'était pour un peu piquer leur truc. Hein, oh, ben évidemment, c'était pour piquer leur truc. Alors, revenons à la Gaule de Vercingétorix, puisque c'est le chapitre 1, c'est la Gaule celtique et romaine. Alors, Vercingétorix en lui-même venait d'une famille aristocratique qui était très influente en Auvergne. Et il a été oublié pendant des siècles, et c'est un petit peu quand on s'est remis au siècle dernier à réinstaurer le roman... Michelet, non ? Oui, c'était par Michelet. Réinstaurer le roman national, qu'on a sorti l'histoire de Vercingétorix. Mais cela dit, pour l'époque... et puis aussi, César s'en est servi à l'époque parce qu'il écrivait sa propre histoire. Donc, comme toujours, il est beaucoup plus valorisant de terrasser un ennemi mortel, un dragon à 18 têtes, voilà, qu'un lézard. Donc, on a tendance aussi, quand on est un fier guerrier, à raconter que l'ennemi était battu était incroyablement costaud. Incroyablement costaud, qu'à chaque fois qu'on lui coupait une tête, elle repoussait. Enfin bon, c'était... Oui. Mais cela dit, comme Charles de Gaulle le disait dans ses mémoires, la France fut faite à coups d'épée. Et il disait aussi, l'épée est l'axe de l'histoire. Et effectivement, si tu regardes, Alésia, ça a commencé, il y avait 80 000 hommes. Et quand il a appelé à lever les bataillons, puisqu'il a demandé à d'autres de monter, ils étaient entre 250 000 et 330 000. On n'a pas connu de bataille jusqu'à la Première Guerre mondiale qui ait levé autant d'hommes. Non. Donc une bataille de l'époque avec 300 000 hommes. Mais il faut dire que la Gaule était de loin le pays le plus peuplé d'Europe. Voilà, donc... Après, ça a entraîné des répercussions horribles parce que effectivement, ils ont été privés de tous leurs droits, ils ont été mis en esclavage. Il a été gardé dans une tôle pendant des années, Vercingétorix, puis on l'a étranglé lors du. Oui, mais tous les Gaulois ensuite, tous les Celtes. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on nous représente souvent économiquement les Gaulois comme peut-être des arriérés à chevelons. Or, pas du tout. C'était un peuple extrêmement agronome qui avait déjà la connaissance d'énormément de choses, les charrues, les chars. Ils avaient énormément de bovins, ce qui ensuite a changé. Et d'ailleurs, on le voit dans les résultats les prélèvements qu'on peut faire, ils étaient plus grands que les Romains. Ils faisaient 1m70, ce qui était beaucoup plus grand parce qu'on estime qu'ils étaient sûrement beaucoup mieux nourris en protéines. Et ils avaient beaucoup plus d'animaux. Arrivent les Romains, ils vont arrêter les vaches et ils vont faire beaucoup plus de porcs. Mais on va voir aussi que du coup la qualité de l'alimentation va diminuer et qu'il va y avoir moins de protéines animales et une consommation de viande qui va aller beaucoup plus vers les élites et qui ne va plus du tout rester dans la paysannerie comme c'était le cas au moment des Gaulois, où on avait une consommation beaucoup plus locale. D'ailleurs, un mot rapide... vous savez d'où vient le mot capital ? Capital, ça vient du nombre de têtes de bétail qu'on avait. C'était capita, c'était par tête. Et c'est là qu'on a découvert la différence entre le capital, le nombre de vaches que tu avais, d'ailleurs c'est toujours le cas en Afrique souvent,
et les revenus du capital, c'est-à-dire le fromage, les veaux, le lait, etc. Donc c'est là où les gens commencent à faire la différence. Il y a le capital, le nombre de têtes, et puis ce qu'on en tire. Les veaux, tout ça. Donc c'est là qu'a commencé le capitalisme. Le capitalisme, ça veut dire combien de têtes de vache t'as. Et alors autre chose aussi, c'est qu'on s'imagine toujours ces pays et ces régions avec énormément de bois. Or, pas du tout. Compiègne était complètement défrichée et toutes les maisons étaient faites en bois et non en pierre, ce qui pour les Romains était rustique, mais en réalité, le bois, comme on le sait, est un bien meilleur thermoprotecteur. Bien sûr. Et donc, on avait beaucoup moins froid dans des maisons en bois que dans des maisons en pierre. Et tout le bois était utilisé, aussi bien que César a dû demander à ce qu'on protège des forêts, parce qu'en réalité, il y avait moins de bois qu'aujourd'hui. Ben, la France n'a jamais été aussi boisée depuis justement le haut Moyen-Âge, quoi, où ils étaient repoussés partout parce que la population s'était effondrée. Oui. Voilà. Alors, justement, je l'ai déjà dit, mais sous la domination romaine, l'agriculture gauloise s'est modifiée et on s'engage beaucoup plus dans la production de céréales. Les porcs remplacent les bovins et les écarts de prix entre les prix égyptiens et les prix gaulois prenaient véritablement le coût du transport. Donc on se retrouve avec un prix assez unifié dans tout le paysage romain. C'est une des premières mondialisations. Oui, d'ailleurs, ça se passait beaucoup, aussi curieux que ça paraisse, à Arles, qui était le grand port de débouché. Et quand vous allez à Arles, les bateaux arrivaient d'Égypte et partout et ils balançaient les urnes qui avaient servi pour le transport de l'huile, etc., dans le Rhône. Donc on retrouve ils sont en train de remonter comme ça le Rhône pour ramasser toutes les saloperies que les bateaux jetaient. Et c'était là le truc. Alors Amiens, qui était un oppidum, c'était le nom de la ville, on dit l'oppidum ou les oppidia celtiques, médiocre, devient une vraie métropole grâce à la Via Romana. Donc Amiens devient une énorme ville. Et alors l'Empire, quant à lui, prélevait 5 à 7% de la production annuelle en impôts. Mon Dieu, pour qu'ils reviennent. Quand je pense que l'Église prenait 10%, ce qui était déjà une détérioration par rapport à l'Empire, et l'Empire prenait 5 à 7%. Moi, un de mes grands projets politiques, quand je serai à la retraite, là, c'est de monter un mouvement d'indépendance d'Avignon. Oui. Pour rendre Avignon à la papauté et faire baisser les impôts à Avignon à 10%. T'en compte, si on baissait les impôts à Avignon à 10%, si tu veux, tu peux faire Nogaret, aller mettre une gifle à Macron et puis on se met tous à Avignon. On se met tous à Avignon, oui. Oui, ça serait une bonne idée, oui. Mais je veux dire par là, c'est que d'accord, c'était pas il n'y avait pas tous les services qu'on a aujourd'hui, mais moi je serais d'accord pour que les Suisses viennent gouverner la France à 30%, on ferait une économie. Alors, c'est à ce moment-là que le vin français naît, vers le 1er siècle après Jésus-Christ. C'est l'importation italienne ? C'est l'importation italienne. Faut pas leur dire, hein. Oui, mais alors, donc, on amène des cépages et on le développe chez nous, en Bourgogne et ensuite dans le Bordelais. Et ça connaît au fur et à mesure une véritable croissance. On le voit parce qu'on retrouve des vieilles amphores qui datent de cette époque-là, qui ont coulé dans des ports et ainsi de suite. On envoyait des amphores de vin parce qu'il n'y avait pas la bouteille ni le bouchon. On envoyait des amphores de vin et on achetait des amphores d'huile qui arrivaient justement du Liban. Et ensuite, on a commencé à faire les tonneaux. Et c'est justement, c'est nous qui avons trouvé les tonneaux et qui l'avons mis vraiment à l'honneur en faisant des très beaux tonneaux, encore une fois en déboisant un maximum, puisque c'était fait en bois. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que les Gaulois ont aussi inventé le savon. Et d'ailleurs, depuis, ils n'ont fait que l'exporter, ils s'en servent très peu. Enfin, c'est ce que disent les Anglais. Alors c'est bien, bonne transition, parce que Edward Gibbon, que tu connais, qui est un historien anglais, il a fait la chute de Rome, qui a fait la chute de Rome, qui est le livre de référence dès qu'on parle de la chute de Rome. Sauf qu'il en fait 4 ou 5, donc si vous voulez avoir un point de détail, il faut lire. Hein. Oui, mais c'est lisible. Oui. Voilà. Donc, il juge en tant qu'historien que les 2 premiers siècles de notre ère, enfin le premier et le deuxième, étaient sans doute les meilleures époques de l'humanité. Ça a été extrêmement prospère, paisible. Le Rome avait amené ce qu'on appelait la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine partout. Voilà. Donc il n'y avait pas d'envahisseurs étrangers, il n'y avait pas les Huns, il n'y avait pas les Francs, il n'y avait pas les Germains. Donc on était tranquille, quoi. Et là, ce qui ne fait pas un détail de l'histoire, comme quoi les cycles se répètent, énorme refroidissement en 150. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Est-ce qu'un cacatoès, est-ce qu'un machin, est-ce que... Souvent, les refroidissements, c'est l'orientation de la Terre par rapport au Soleil avec un cycle, avec un temps impossible qui dure 70 ans. Enfin, oui, il y en a eu plusieurs. Oui. Voilà, donc il y a eu des réchauffements et il y a eu des refroidissements. Et là, en l'an 150, énorme refroidissement qui a frappé donc toute la production agricole dans tout l'Ouest. Et bam, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, la peste antonine. La peste antonine qui a priori est la variole. Donc on se trouve avec une baisse de la production agricole, des récoltes pas géniales, une productivité qui n'avait pas augmenté parce qu'on n'en avait pas besoin, on avait de quoi se nourrir en faisant ce qu'on faisait. Et puis surtout on développait des terres. Et donc le IIIe siècle a connu toutes ces fortes épidémies de peste antonine auxquelles on ne savait pas grand faire. Donc chute de la population et ma foi, qu'est-ce que tu peux faire quand les températures baissent à part prendre ton mal en patience? Surtout que tu comprends rien. Voilà. Tu comprends rien. Et alors là, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe ? Avec la montée de ces épidémies, que font les gens ? Ils quittent les villes. Parce que c'est quand même les lieux... Ils se rendent compte que c'est là où on crève. Que c'est là où on crève. Donc, lent dépeuplement des villes et lent aussi mort de la Gaule romaine avec Rome qui s'affaisse. Et par exemple, une ville comme Rome qui comptait au IIe siècle 800 000 personnes, il faut voir quand même, visualiser dans ce contexte, 800 000 personnes passe à 60 000 personnes, c'est-à-dire une petite ville de province. Donc évidemment, tu n'as plus du tout le même rayonnement, tu n'as plus le même échange, tu n'as plus la même vie économique à 800 000, à 60 000. Et ce qui se passe aussi, c'est que chacun doit faire tous les produits, parce que quand tout marchait bien, comme je le disais tout à l'heure, t'exportais ton vin et t'importais de l'huile, mais à partir du moment où t'as plus rien, où t'en as pas assez pour toi, tu peux plus l'exporter, donc tu peux plus acheter non plus ce qu'ils font les autres, et donc tu te rabats sur une production d'une bien moins bonne qualité, parce que ton huile, j'imagine si tu mettais des oliviers dans la région d'Orléans, ça ne devait pas avoir une huile parfaitement... Tu vois ce que je veux dire ? C'est la fin de la spécialisation amène aussi à une baisse profonde du niveau de vie, quoi. Oui, parce que tu ne peux plus avoir de croissance ricardienne, justement. Tu t'échanges plus. Et c'est pour ça que tous les gens qui sont favorables au protectionnisme, je leur dis toujours, écoutez, citez-moi une période de protectionnisme aigu dans lequel le niveau de vie est monté, quoi. Je te demande ça, je te demande rien. Je dis rien, mais... c'est à tout hasard, hein. C'est juste... Une observation. Et aussi, pour reprendre le thème du premier livre, si le niveau de vie de tout le monde baisse, etc., les oisifs en prennent plein la gueule. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que les oisifs, c'était les artistes, c'était les peintres, les chanteurs, donc si vous voulez, tout ce qui rend la vie agréable, ce qu'il appelle les oisifs, s'il y a une société sans oisifs, c'est une société par définition extraordinairement pauvre. Parce que l'oisiveté tend à créer la beauté. Ok. Il ne faut pas qu'il y ait de ministre de la Culture. Mais s'il y a un ministre de la Culture, là, ça créera que de la laideur. Mais si la oisiveté est, comme c'est la mère de tous les vices, c'est là où on rigole, quoi. Oui, c'est comme là où on se marre. De notre côté, donc en France, c'est le moment où Clovis héritera en 480 du royaume des Francaliens, qui comprenait donc à ce moment-là le nord de la France, la Belgique et la Rhénanie. Il reçoit le titre de roi de la part de l'empereur romain Anastase en 508. Et à ce moment-là, on le sait plus ou moins, le pouvoir de l'Église est fort et il se dit, pour un peu fédérer et être accepté, qu'il doit accepter le Dieu franc, la religion dominante. Et il cherche donc cette alliance avec l'élite ecclésiastique. Il y avait une grosse bagarre parce qu'à l'époque, il y avait les Ariens et les cathos. Voilà. Et il tombe du côté des cathos, autrement on serait sans doute Ariens. Et on se retrouve aussi, depuis la prise de Carthage par les Vandales en 439, avec une sûreté de la Méditerranée qui n'était plus assurée, donc une sûreté des échanges commerciaux qui n'était plus assurée. Or, on avait encore besoin, on avait pris l'habitude d'avoir de l'huile, d'avoir des... Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu toute l'Égypte, etc., qui était le grenier à blé. Tout le blé qui nourrissait Rome arrivait d'Égypte, à Ostie. Hein. Aussi, on avait déplacé le centre, parce que pendant longtemps, on faisait
des épées en cuivre, et puis on a déplacé le centre pour faire le fer vers la Méditerranée, puisqu'on recevait les alliages à ce moment-là. Donc on n'avait pas vraiment le choix aussi, si on voulait continuer à vivre de la façon dont on vivait. Alors en 700, le volume du commerce en Méditerranée atteint son plus haut jamais atteint dans l'histoire du monde. Donc, c'est là où il y a la spécialisation, justement. La Méditerranée, c'est à ce moment-là, c'était la Mare Nostrum, c'est-à-dire que les Romains avaient liquidé les pirates, qui étaient ils les avaient liquidés. Il faut à ce propos, il y a des très, très belles images dans Ben Hur, c'est quand il rame. Mais c'est drôle quand tu penses, parce que Carthage, il y a eu toutes les guerres autour de... ça, c'était à la fin de la République, ça, c'était avec Scipion, etc. Oui, quand il a salé les terres. Quand ils avaient détruit Carthage, mais comme c'était un port pas possible, il est reparti. Oui, et c'est dingue que dans l'histoire, ce port pas possible, aujourd'hui, qui parle de Carthage. C'est Tunis, un peu. Oui, mais comme qu'on peut être et avoir été. Oui, c'est tout à fait, c'est vrai ça. Donc, non, mais Carthage, ça a été... Et puis, il faut pas oublier qu'il y avait des mouvements dans la Méditerranée, qu'il y avait des ports qui ont complètement disparu, parce qu'ils ont été ensablés, parce que... moi, je crois que c'était Fès que j'avais été visiter. C'était la deuxième ville du monde. Et puis, il y a quelques ruines qui traînent, et puis il n'y a plus rien, quoi. Moi, Carthage, il y a encore le vieux cirque, une espèce de vieux cirque. Mais qui était romain. Qui était romain, oui, bien sûr. Je crois qu'il ne reste rien de Carthage punique. Non, c'était l'idée. Avec les guerres puniques, ils ont tout rasé. Mais en revanche, en plus, il y a eu des couches de sédimentation au-dessus. Donc, je crois que tout en dessous, il y a encore des choses. Si on cherche. Oui, si on cherche. Mais bon, c'est... C'est à Rome où ils sont en train de faire un métro très profond, je crois, et ils doivent s'arrêter toutes 5 minutes parce qu'ils trouvent la villa de Néron. C'est usant, ça. C'est comme ton copain qui est vers Montpellier, là, dès qu'il touche un trou, dès qu'il fait un trou, il trouve des ruines, vite, il rebouche. Il va ailleurs. Il ne prévient pas le monument historique. Sinon, tu t'en sors plus. Non, c'est fini, là. Tu vas faire un trou plus loin. Non, t'en parles pas. Tu lèves les yeux au ciel et tu dis, oh là là. Alors, en France, quant à nous, les époques 850-1300... Ce qui n'est pas encore la France. Ce qui n'est pas encore la France, bien entendu. Parce qu'il y avait tout le sud qui était quand même un truc tout à fait à part. Et puis le sud vers l'Espagne, le sud vers l'Italie, c'était pas les mêmes. Et la région de Pau. Et il y avait la région des Basques qui s'appelait les... Comment on les appelait les Basques à l'époque? Ils avaient un drôle de nom. Les Vasques. C'est pareil. Donc là, de 850 à 1300, c'est le grand défrichement. Donc j'en parlais tout à l'heure aussi. On n'hésitait pas. Alors les arbres, ça y allait. Mais c'était les moines. Hein. Voilà. C'était le temps des grandes... oui. Et donc avec le démembrement de l'Empire carolingien au IXe siècle, l'Empire occidental demeurera sous l'autorité de plusieurs souverains carolingiens à la suite de l'éphémère traité de Verdun, mais le pouvoir des uns et des autres est en réalité très faible. C'est-à-dire ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Charlemagne, il avait fait son grand empire qui allait quasiment de l'Espagne jusqu'à à peu près l'Allemagne de l'Est, ce qui était l'Allemagne de l'Est, quoi, ce qui est devenu l'Allemagne de l'Est après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait 3 fils. Il en a mis un en Allemagne, bon, très bien. Il en a mis un en France, très bien. Et puis il en a un au milieu, Lothaire, qui était la Lotharingie, qui est devenue la Lorraine, et qui était toute la Bourgogne, etc. Et il y a eu 1000 ans de guerre après pour... Les Allemands voulaient prendre Lotharingie, les Français voulaient prendre Lotharingie. Donc on s'est mis sur la gueule pendant 1000 ans, à cause de cette séparation de l'Europe. Et quand vous regardez la Lotharingie, ça partait littéralement, presque aller du nord de l'Angleterre. Il y a l'autre qui a quelque chose à dire. Ça partait presque du nord de l'Angleterre et ça allait presque jusqu'à Marseille. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en Europe, à peu près toute la base industrielle est de 100 kilomètres de part et d'autre du Rhône et du Rhin, tu vois, qui était la Lotharingie. Donc, on se rend compte à quel point être au milieu, oui. T'es à la fois une force incroyable, c'est là où il y a... Oui, mais en même temps, t'avais le fleuve. Donc, je comprends que les autres étaient énervés, puisque tout se faisait par voie de bateau. Il y avait que ça. Il y avait que ça. Donc, et ça coûtait beaucoup moins cher de le faire par bateau. Donc, évidemment, si on file à ton frère le fleuve, si on file à ton frère le Rhin, tu dis, j'aimerais bien le récupérer. Tu vois, c'est comme un accès à la mer. C'est comme un accès à la mer, c'est exactement ça. Et à ce moment-là, mais on se rend pas compte aussi, jusqu'au pont d'Avignon, tu sais, le pont d'Avignon, dont les chansons, là. Il n'y avait aucun endroit pour traverser. Il y avait entre Arles et Arles, là, donc au débouché, et puis il y avait Lyon, et il n'y avait pas de pont. Donc c'était une frontière quasiment infranchissable entre la France
ce qui n'était pas la France à l'époque. Oui, et puis c'est pas comme la Seine à Paris pour traverser, il y a du tract. Hein. Donc, non, mais c'est immense le Rose. Non, et puis il ne s'agit pas de prendre un petit bac et puis de bastinguer. J'ai vu d'ailleurs il y a longtemps un documentaire sur le premier pont qui avait été fait en Chine sur le Yangtze. Mais le Yangtze, si tu veux, c'est la largeur, c'était quasiment de la taille de la Manche, quoi. Et donc, tu voyais Mao qui, pour la première fois dans l'histoire, la Chine du Sud et la Chine du Nord ont été reliées. Parce qu'ils avaient tendance à se séparer, justement, parce qu'il y avait... Donc, cette histoire des séparations, à l'intérieur des pays, les gens se sont rendus compte à quel point c'était important. Oui, bien sûr. Oui, et puis alors, attends, on oublie, mais il y avait des raids aussi qui arrivaient de Scandinavie, des Sarrasins et des Hongrois. Oui, les Hongrois. Jusqu'à Charles-Martel, on se prenait quand même par définition des envahisseurs de temps en temps par le bas, puis par le haut, et puis par le côté. Et puis les Danois et les Suédois, c'était pas des... Et on leur a donné leur Normandie d'ailleurs pour leur foutre la paix, puis ensuite ils ont été conquérir l'Angleterre. Oui, et ils sont venus nous emmerder après. Comme quoi, un bon geste ne reste jamais impuni. Voilà. Mais alors développement des esprits, la Sorbonne est créée en 1150, Toulouse, la fac de Toulouse 1229, Montpellier 1289, et grâce à ça... D'ailleurs, on a toujours dit en Montpelliérain, vous êtes des traînes savates. Non, pas des traînes savates, on était là 50 ans haut. Oui. Et quand je pense que ces crétins, quand ils ont fait les régions, ils ont mis Toulouse et Montpellier dans la même région. C'est vraiment rien connaître à l'histoire. C'est vraiment rien connaître à l'histoire. Ils sont complètement nuls, quoi. Moi, je suis un héritier de Toulouse, donc j'ai fait mes études à Toulouse. Donc mon professeur de droit, qui s'appelait Monsieur Ourliac, n'avait que le mépris le plus profond pour les gens de Montpellier, quoi. Je te parle pas des gens de Bordeaux qui étaient arrivés. Oui. C'était beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, mais ça comptait tout ça, si tu veux. C'était des choses qui, dans la France d'autrefois, étaient... Avoir fait ses études à la fac de droit de Toulouse, si tu veux, c'était considéré comme beaucoup mieux que l'ENA. C'est comme ma coiffeuse l'autre jour qui voit arriver une fille qui avait un blond trop blond. Elle me dit, ça c'est un blond de bordelaise. Elle est toulousaine. Moi j'ai toujours parlé du blond toulousain. Et d'ailleurs les blondes toulousaines, elles sont en général brunes avec les yeux bleus, parce qu'elles descendaient des... Et alors, mais venant de ma coiffeuse, j'ai compris que ça se faisait pas. C'est un blond de bordelaise. Voilà. Non, mais ces trucs locaux, c'était très important en France autrefois. Hein. D'ailleurs, ça existe encore au Pays Basque et en Corse. Alors, l'âge d'or des Capétiens se situe autour du règne de Saint-Louis et c'est la seule période dans l'histoire où le revenu français des ménages est dépassé celui des Anglais, et ce jusqu'au XXe siècle. Sinon, les Anglais avaient un niveau de vie qui était supérieur au nôtre. On n'était pas les pires, mais les Hollandais et les Anglais avaient des niveaux de vie supérieurs aux nôtres. Parce que c'est intéressant, mais c'était des pays qui étaient très commerçants. C'est-à-dire que tout le commerce de la laine, etc., se passait dans la région d'Anvers. Il y avait des moutons, je sais pas quoi. Puis on envoyait la laine en Angleterre, donc ils étaient très commerçants. Et le commerce fait naître le... Mais parce après, que nous, on était restés très paysans. Tu devais avoir aussi une grande disparité entre les gens qui vivaient en Bourgogne et ceux qui vivaient dans des coins perdus comme la Provence, qui avaient des terres assez peu arables et assez peu de commerce aussi. Ouais, donc, alors que la Bourgogne ou même la Touraine... Bon, il suffit de lire Giono pour savoir que dans les montagnes de la Haute-Provence, c'était pas la prospérité. Hein, oui, avant que le tourisme n'arrive, toutes ces régions-là, tu crevais de faim. Tu suçais des cailloux. Il y avait quelques ports où tu allais chercher des poissons. Mais enfin, non, c'est vrai, ce qu'on oublie, c'est à quel point la Provence et tout ça, c'était, même le Béarn, c'était extraordinairement pauvre. Enfin, la France, c'était, la paysannerie française était très, très pauvre. J'avais signalé un livre que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, qui s'appelait Le bois du Templier pendu, là. Et c'était justement, ça montrait à quel point, qui montrait l'histoire d'un village au travers des siècles, ça montrait vraiment que la France était vraiment un pays, c'était un pays paysan. Alors, pour revenir à l'histoire des universités, c'est très important parce que ça a permis la naissance du droit coutumier. Et avec la naissance du droit coutumier, ça a permis effectivement aussi d'asseoir le droit de propriété et donc d'asseoir la pérennité de l'échange. Et ça a permis... Et de l'argent des terres. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu pouvais emprunter sur ton capital, si j'ose dire. Il y a eu la naissance... Les villes, tout ça, ça naît. Les universités, avec elles, naissent les banques.
Voilà, et alors c'est exactement ce que révèle l'auteur. Il dit 2 phénomènes ont favorisé le développement de l'écrit, la naissance de la finance parce qu'elle repose sur des contrats et des promesses de paiement futur, et l'institutionnalisation de la justice royale et seigneurale parce qu'elle implique de fixer dans les mémoires les décisions rendues pour faire jurisprudence. Donc ça permet d'asseoir définitivement ce droit coutumier et de faire... Il peut y avoir de développement économique que s'il y a un droit. Voilà. Et qu'il soit extérieur à celui qui rend la justice. Alors, arrivent aussi parallèlement les conséquences économiques de l'imprimerie. Donc ça, c'est plus tard. Alors, oui, ça arrive effectivement en 1400... ça arrive plus tard, mais on se retrouve donc aussi avec une baisse considérable des coûts. Parce qu'avant, il fallait copier à la main. Un manuscrit. C'est ce que faisaient les moines copistes. Hein. Voilà. Et ça a permis aussi un développement donc, du savoir et de la culture, et donc aussi... Et la naissance des manuels. Pardon ? La naissance des manuels pour enseigner. Oui, voilà. C'était très étonnant, parce qu'à ce moment-là, si tu veux, très souvent, c'était un des rares qui savait lire dans le village, c'était le prêtre. Et donc, très souvent, c'était lui aussi qui faisait l'école avec des manuels et tout. Et tant et si bien que je crois qu'à la Révolution française, il y avait 70 ou 80% des gens qui savaient lire. Et énorme. Alors, le développement du protestantisme est né aussi du développement de l'imprimerie. Parce qu'ils ont tous voulu lire la Bible. Et alors, ça a amené ensuite, et c'est assez intéressant, l'auteur en parle aussi, à cette grande réforme en France qui nous a amené au traité de Fontainebleau, au traité de Nantes, et ce que Max Weber ensuite avait théorisé en disant nous sommes coupés en France de tout un développement économique parce que nous avons, à cause de ces traités, laissé partir toute une population. Mais ça, c'est la spécialité française. Hein. Voilà. Parce qu'on on a fait ça avec les protestants, puis après ça, on a fait ça avec les aristos, puis on a fait ça avec tout l'enseignement catholique, puisqu'on a viré tous les enseignants dans les années 1900 avec des collèges de filles en particulier, qui étaient toutes des bonnes sœurs. Tout ça, ça a été expulsé. Puis on a fait ça avec les juifs, et maintenant on le fait avec les entrepreneurs. Donc la spécialité de la classe dirigeante française, c'est de virer les gars qui les payent. Donc Alfred Sauvy voyait dans cette décision de l'édit de Nantes une des pires décisions économiques de l'histoire de France. Alors ils disent, oui, alors certes, c'est pas le premier roi à avoir, pour des motifs religieux ou politiques, fait partir des populations, mais on s'est retrouvés, nous, avec 40 000 réfugiés jacobites, majoritairement irlandais aristocrates, mais comme le fait remarquer l'auteur, qui pour la plupart n'étaient pas lettrés et n'avaient pas de compétences. Ça faisait des bons soldats. Tout parallèle avec l'époque actuelle oui. est fort clos. Tout à fait. Non, mais ce qui est étonnant, c'est quand il a supprimé quand il a supprimé l'édit de Nantes, qui avait été fait par son grand-père, là, Henri IV, si vous voulez, c'est qu'il a eu toutes les classes dirigeantes françaises à Versailles qui l'applaudissaient des deux mains, si tu veux, qui trouvaient que c'était très, très, très bien. Et donc, on se rend compte à quel point ces classes dirigeantes, par exemple, aujourd'hui, qui martyrisent les petits entrepreneurs et qui les forcent à aller travailler en dehors de France et tout, sont les héritières directes de ces crétins qui sévissaient à Versailles. Oui, d'ailleurs, voilà. Ils sont souvent les descendants, d'ailleurs. Il y a un mépris profond en France pour celui qui gagne de l'argent en faisant travailler les autres. Il y a un respect incroyable pour celui qui vous prend votre argent pour le donner à des gens qui ne bossent pas, qui s'appelle l'État. Alors, Charles IX et Henri III disposaient d'un budget représentant 2 ou 3% du PIB, ce qui était honorable pour l'époque. Et surtout compte tenu du PIB de la France, il faut savoir que la population française faisait la moitié de la population européenne, y compris la Russie. Je crois qu'ils étaient 4 ou 5 millions en Angleterre. Nous, on était déjà 25 ou 30 millions. Donc la France, c'était vraiment la Chine de l'époque. Alors les finances publiques étaient largement déficitaires depuis Henri II, hasard, qui avait épuisé les ressources financières de l'État dans son conflit avec Philippe II et avait dégradé la réputation des Valois en faisant défaut en 1557, déjà. Alors là, ils font un truc assez commun d'exécution, c'est qu'il va épouser une Médicis. C'est une façon de refaire un peu d'argent. Oui. Quand même, vu de dot, elle était très belle. Donc voilà, c'est aussi bon.
Et Mais je crois que Catherine de Médicis, par sa mère, était une Turenne, mais qui était une grande famille de... Et alors là, on arrive à ces périodes où justement, on se retrouve avec des frondes, avec des rentes qui sont levées pour justement justifier les guerres que les uns et les autres mènent, pour s'opposer au duc de Bourgogne, pour essayer. Et en réalité, de ces levées de fonds, sont nées la demande d'une protection aussi de l'État. Et puis l'État distribuait des prébendes. Des prébendes, on appelait ça je sais pas si c'est pas des rentes, je sais pas quel était le nom qu'on donnait le roi, il donnait des trucs comme ça, et vous voyez, en Russie, beaucoup plus tard, l'empereur, il distribuait des terres avec 70 000 serfs, par exemple, qui était une forme d'esclavage. La France, il n'y avait plus rien à distribuer il y a longtemps que les moines et tout le monde s'était approprié à peu près tout. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il distribuait des avaloirs sur le trésor français, tu vois. Oui. Mais à force d'en distribuer comme ça, je crois que les papiers du trésor français valaient plus grand-chose, quoi, tu vois. C'était quand même assez rigolo. Donc, ce qu'a toujours fait l'État français, c'est de dire « je vais vous payer à ne rien foutre ». Si vous votez pour moi, quoi. Et c'est... à l'époque, c'était les aristos. Puis après, on les a mis tous à Versailles pour les surveiller, parce que... Puis ça n'a jamais changé, quoi. Voilà, alors moi, j'ai fini ma première partie. Si vous avez aimé, donc, dites-le nous. Après, ça continue sur la modernité des Lumières, une crise de la dette souveraine 1789-1815. J'ai une bonne blague sur les Lumières, c'est les... Il y a eu les Lumières en France au 18e, et puis il y a quelqu'un qui a été en sortant. Oui, c'est ça. Et depuis, on est dans le noir. Je sais pas qui a été en sortant de la Révolution, je sais pas. Mais en tout cas, en effet, on a été en sortant, quoi. Ça fait un petit moment qu'on a éteint. Ça fait un petit moment qu'on a éteint, et là, si tu veux, n'importe quelle personne qui suit l'actualité se rend compte que de plus en plus, tu ne peux plus avoir un avis contraire à une certaine doxa. On revient. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens me disent c'était déjà le cas avec l'Église catholique et tout. C'était beaucoup plus subtil, parce que toutes les institutions de savoir, à l'époque, étaient dans l'Église catholique. Tous les intellectuels étaient dans l'Église catholique, il n'y en avait pas ailleurs. Ils ont commencé à sortir justement après l'imprimerie, vers 1800, ils ont commencé à vendre des bouquins, donc ça a commencé à marcher même un peu avant. Donc, l'Église catholique, c'était un endroit qui permettait tout à fait la discussion à condition que tu ne t'opposes pas par essence à l'Église, tu vois, que tu dises pas que c'était Et donc, moi, l'analyse que je fais de tout ça, si tu veux, c'est que, tu n'en as pas parlé, mais celui qui a intellectuellement dominé les 1000 ans dont tu as parlé, pas 1000 ans, mais 700 ans dont tu as parlé, c'était un type qui s'appelait saint Thomas d'Aquin, qui était la philosophie thomiste, qui était la traduction d'Aristote avec la philosophie chrétienne. Et ça, c'était énorme comme travail. Et tu peux dire que pendant 7 ou 8 siècles, l'Europe entière a été thomiste. C'est-à-dire que tout le monde raisonnait avec les critères d'Aristote. Et c'était accepté de façon générale. Et puis, depuis à peu près 150-200 ans, on est passé au marxisme. Et ça a été un appauvrissement intellectuel incroyable, parce que tout l'aristotélisme, c'était la confrontation d'idées, et qui était à l'intérieur de l'Église, qui était très très fort. Mais parce que le marxisme, c'est de la vérité qu'on t'impose. Ce qui est formidable, c'est que pour autant, dans les grands médias, les gens ne vont pas te dire que nous sommes dans une période marxiste, ils vont au contraire te dire que nous vivons dans un ultralibéralisme. Or, par définition, si nous étions dans un ultralibéralisme... C'est Aristote qui est libéral. Non, mais bien évidemment. Et si tu veux, je vois, par exemple, hier, Marion Maréchal Le Pen qui s'est prise 4 associations diverses parce qu'elle a parlé de la personne
personne ayant reçu le prix de la seconde meilleure actrice, qui est un homme opéré, qui maintenant est une femme, et qui a dit « moi je vois un homme ». Et donc à cause de ça, elle se prend un procès pour homophobie de ces 4 associations. Je ne vois pas là une pensée libérale, je ne vois pas là un monde libéral, c'est-à-dire que elle a pour moi le potentiel, indépendamment du fait que ça puisse faire de la peine à cette personne, je peux le concevoir, mais de dire ce que elle voit comme une réalité qui est la réalité biologique du corps de la personne, qui a les chromosomes qu'elle a. D'abord qu'elle a les chromosomes qu'elle a, mais sans vouloir dire de peine, si dans 300 ans on exhume cette personne, etc., on dira, en regardant son squelette, c'est un homme. Donc si tu veux, c'est extraordinaire d'arriver à un moment où que quelqu'un se sente une femme, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que dans la réalité, c'est une femme. C'est-à-dire qu'on essaye d'imprimer dans l'esprit des gens que ce que je pense est la réalité. Or, tout l'effort d'Aristote, c'était de dire ce que vous pensez n'est pas la réalité. Vous devez analyser la réalité pour savoir ce qu'elle est, mais c'est pas ce que vous pensez. Vous pensez que la Terre est plate, c'est pas vrai. Non, mais puis il y a autre chose. Je pense que, encore une fois, la limite de toi-même est l'autre. Donc, toi, tu vois peut-être quelque chose d'une façon et autrui va le voir d'une autre. De quel droit est-ce que tu peux aller avec ta vision, l'imposer à autrui? Donc, s'il est poli... si la réalité n'est pas celle que je vois, si moi, quand on me propose quelque chose, je dis « je suis désolée, mais moi, je vois toujours un homme », est-ce que je n'aurais pas le droit de le dire, après tout, puisque c'est ma réalité? Et pourquoi me devrait-on me forcer à mentir? D'abord, il y a ça, puis ensuite, si tu es dans une compétition sportive, la fille, elle va gagner parce que c'est soi-disant une fille, alors qu'en réalité, c'est un homme. Et puis là, il y a eu un cas célèbre aux États-Unis qui vient de sortir, où un juge avait décidé qu'un type qui faisait 1m90 et je sais pas quoi, qui était un violeur, qui avait récidiviste, il a dit qu'il était une femme, et donc on l'a mis en tôle avec des femmes, où il en a violé 2 ou 3. Et donc, est-ce que les femmes qui sont en tôle, elles ont le droit d'être protégées contre un type qui dit qu'il est une femme ? Ça pose des problèmes, me semble-t-il. Moi, le plus grand des problèmes que j'ai, c'est qu'on me force à mentir. C'est-à-dire qu'on me force à dire ce que mes yeux ne voient pas. Ce que tu as pensé. Non, donc... c'est-à-dire, j'ai été élevée dans l'idée « tu ne mens pas ». Et donc, si je vois une chose, je vais te dire ce que je vois. Et je ne vais pas mentir pour vous faire plaisir. Mais c'est le mieux que je puisse faire. Mais si tu me demandes... S'il y a quelqu'un, tu vois arriver à quelqu'un qui est évidemment un homme et qui est déguisé en femme, tu peux lui dire bonjour madame, est-ce que vous voulez, je sais pas quoi. Mais par politesse, mais oui. Par politesse, à ce moment-là, parce que tu veux pas le heurter. Mais qu'on te force à te dire et qu'on donne un prix à un homme, un prix d'interprétation féminine à un homme, c'est se foutre du monde. C'est simplement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, nous sommes passés d'un monde aristotélicien où tu essayais de comprendre la réalité à un monde où ce que tu crois devient la réalité. C'est-à-dire, c'est totalement contre toute la méthode scientifique. Mais si on commence à faire ça, pour ça, alors, qu'est-ce qui nous empêche demain d'épouser un aspirateur, après tout? Puisque si je vois dans l'aspirateur mon conjoint... C'est ce que tu peux dire. Il n'y a plus de limite à ce que l'esprit peut concevoir. Tu peux dire aujourd'hui, je suis un pingouin homosexuel. Quoi. Oui, très bien, je suis un pingouin homosexuel. Et donc... Oui, mais ça veut dire que tu vas vouloir avoir une carte d'identité, que tu vas vouloir... Et puis, on ne peut pas... oui, mais alors demain, moi, je peux dire, écoutez, moi, je me sens comme une petite fille de 8 ans, je veux refaire mon CP. Pourquoi pas? Non, mais dans ce cas-là, il faut m'accepter à l'école, puisque moi, je suis une petite fille de 8 ans. Mais si toi, encore une petite fille de 8 ans avec une école de filles, tu t'en sortirais peut-être. Mais imagine, tu sois un mec d'un mec 90 et qu'on te dise que tu sentes une petite fille de 8 ans et que tu vas y aller en CP, les autres petites filles, elles seraient un peu surprises quand même. Hein. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde, encore une fois, c'est ce qui m'a beaucoup surpris depuis 15-20 ans, qui est le monde... il n'y a plus de monde réel, il n'y a que des mondes perçus, et la seule chose qui compte, c'est la perception. Mais oui, mais attends, le monde réel, par exemple, une compétition de basket féminin, tu vas te retrouver avec 2 équipes masculines, quoi. Au bout d'un moment, oui. Oui. C'est ce qui s'est passé en natation. Et alors, je crois maintenant que les sports olympiques ne permettent plus
aux hommes et ils ont transitionné de concourir. Un homme, de par sa constitution physique, il a une force dans le buste qui est à peu près 3 fois celle d'une femme. Bon, mais... Et on peut faire tout le sport qu'on veut, on n'aura jamais de force dans le buste de la même façon que vous n'aurez jamais les hanches que nous avons. Ce à quoi on se heurte, c'est que ce qu'on s'est bâti Aristote et ensuite saint Thomas d'Aquin, c'est que la perception que tu as de la réalité devient supérieure à la recherche de la réalité. Et ce dont crève notre civilisation, c'est justement qu'on ne cherche plus à comprendre la réalité, on cherche à imposer la vision que Pierre-Paul ou Jacques a de cette réalité, ce qui est exactement une démarche religieuse. Et ce dont j'ai peur scientifique. Aussi parallèlement, c'est que, comme on l'a vu ici, de la sorte, des savoirs se perdent. Complètement. Parce que plus personne ne parle de Thomas d'Aquin. À force, alors non seulement ça, mais à force de régner par exemple les choses de la médecine, on en arrive à dire des inepties et j'ai bien peur qu'on en revienne à des temps où on t'explique maintenant que oui, avec des huiles essentielles... C'est un autre procès qui a eu lieu à Los Angeles où ils ont fait rentrer des gens en faculté de médecine parce qu'ils étaient un quart d'une couleur différente ou j'en sais rien. Et maintenant, de cette faculté de médecine sortent des gens qui sont dangereux, incompétents. Ils savent pas. Je veux dire, ils n'ont pas appris. Soit ils n'ont pas voulu, soit ils savent pas. Mais ils prétendent être l'ego des autres. C'est comme si tu mettais un pilote d'avion, un type si tu veux, qui est pas capable de piloter un avion. Dans le temps, il y avait les fils de famille qui étaient nommés à Toulouse, mais on lui mettait 2 internes compétents derrière. Oui, mais ça, c'est une histoire que j'avais. Oui, c'était le fils d'un professeur de médecine que je connaissais à Toulouse. Son fils était tout à fait incompétent. Quand il était de garde à l'internat, il avait 2 internes au cul. On en mettait 2 autres internes avec lui parce qu'il était à l'évidence. Il ne devait pas le lâcher pour d'une semaine. Mais là, c'est donc cette espèce de dire ce que je pense et la réalité, c'est le contraire de l'esprit scientifique. Ce que je veux dire, c'est un recul intellectuel inimaginable parce que quand tu es devant la réalité et que tu essayes de la comprendre, c'est quand même un énorme effort de modestie. Tandis que là, tu dis non. Mais surtout, ça va plus loin, c'est que pourquoi on étudie ? On étudie parce que d'autres personnes avant toi ont aidé et cherchent à comprendre. Donc, c'est un gain de temps, normalement, alors ça c'est quand tu étudies la philosophie, tu vas pas réinventer Nietzsche. Après, quand tu étudies le droit parce que tu vas apprendre justement le droit coutumier, tu vas apprendre les jurisprudences, tu vas apprendre comment ça se passe quand tu vas devoir plaider. Donc, tu acquiers là un savoir... Et la médecine. Comme tu apprendras à faire une chaussure, si tu veux. Bon, mais aujourd'hui, ces gens qui arrivent et qui disent « Moi, j'ai tout compris, je vais tout réinventer », tu te dis, alors, bonne chance, ça va vous prendre quand même Non, mais surtout, tu vois des gens dans des... Et vous perdez le temps de tout le monde. Vous perdez le temps de tout le monde. Tu vois des gens dans des débats, si tu veux, qui débattent d'égal à égal avec des gars qui ont consacré leur vie à un sujet. Et tu te dis, mais vous savez rien. Oui. J'ai vu cet imbécile, comment elle s'appelle, Malherbe, là, dire justement... Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe, qui disait à la petite peine, à Marion, quelle est votre différence entre la politique de la famille et celle de Pétain ? Mais D'abord, c'est une réductualité Clérum. Ensuite, si tu veux... Genre joli l'homme de paille. Joli l'homme de paille, mais en plus, Pétain, on peut en penser ce qu'on veut, c'est pas mon sujet, mais la politique de la famille qu'il a mise en place, elle est restée jusqu'à Hollande. Elle reste jusqu'à aujourd'hui, la fête des mères, c'est Pétain. La fête des mères, c'est Pétain, non, mais c'est Hollande qui a réduit l'idée qu'il fallait aider les familles, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres, par enfant, payé par enfant, quel que soit le truc. C'était une idée pétainiste, parce qu'il voulait que les riches aient aussi des enfants. Mais les allocations familiales, elles ne sont pas en fonction de tes revenus. Mais Hollande les a mis en fonction des revenus. Ils ont changé ça. Ça a été l'immense erreur de Hollande, et depuis, la natalité s'écroule. Donc, si tu veux... Dire que Pétain, ça veut dire que Pétain, je ne sais pas, je cherche à dépendre de Pétain, mon père. Non, mais c'est, ça veut dire quand il a fait par exemple, c'est Pétain qui a créé la sécurité sociale.
Alors attention, parce que ça n'est pas du tout une défense de Pétain. C'est simplement c'est pour la dire. réalité de dire, elle ne connaît rien sur Pétain. Et Bon, elle par ailleurs, Pétain était un héros de la Première Guerre mondiale. Ça, on ne peut pas lui retirer. On peut pas lui retirer, c'était un remarquable Ensuite, maréchal. il a collaboré, il a fait tout ça. Donc ça, c'est à part. Mais si tu veux, tu ne peux pas. Mais il a fait des choses bien dans sa vie, Pétain. Mais il a forcément pris des mesures. Tu ne peux pas tout juger à l'aune de ça. Alors, ça n'est pas. C'est toujours les nazis le mauvais rôle. Je vous vois venir. Non. Mais c'est pour dire simplement qu'en l'occurrence, on peut. Non, mais il y a deux trucs. C'est que, elle se sert de ça comme une réduction ad littérarium, oui. Et ensuite, à l'évidence, elle ne sait rien de ce que Pétain a fait pour la famille, et on peut dire ce qu'on veut, mais à partir de 41-42, il y a eu une reprise monstrueuse en France de la fécondité. Donc, encore une fois... Oui, toi, t'es un de 43, toi. Moi, je suis de 43, mais ça, c'est parce que c'était une erreur. Ton frère, donc, c'est un 42 ? Mon frère, c'est un 42, et moi, je suis un petit Ogino, à mon avis. Ah, je suis un bébé. Vous savez comment on appelle les parents qui font la méthode naturelle, hein? Oui. Non, comment on appelle les gens qui pratiquent la méthode naturelle? La méthode naturelle. Des parents. Des parents. Moi, je crois que je suis un... T'es un bébé Ogino où on t'a compté les jours? On a compté les jours où... À mon avis, il y a une erreur de calcul, mais... Ouais, et voilà. Ça, j'en ai fait une dans la dernière truc que j'ai fait sur l'heure, sur les calculs. Oui. Donc, j'en veux beaucoup moins, monsieur le maire, parce que j'ai fait une erreur de zéro. Comment ça, la règle de 3, là. Donc, je dis toujours qu'il ne sait pas en faire une, mais moi, j'en ai fait une et je me suis trompé. C'était complètement couillon. Mais ça, c'est parce que je pense que tu es un de ces élèves qu'on appelle à notre époque trouble déficitaire de l'attention. Et je pense que tu es parfois, quand tu fais des trucs, tu es inattentif parce que tu fais deux trucs en même temps ou simplement tu rêves en même temps que tu écris. Oui, c'est pas impossible ça. Mais en effet, j'ai été... Ou tu bouffes en même temps que tu écris, ou tu bois en même temps que tu écris. Il m'arrive de fumer des cigares, mais ça c'est... Voilà, non mais ou tu as eu un coup de téléphone et puis voilà. Non mais ça, je l'ai vu 40 fois. D'ailleurs, il y a d'autres signes du TDA, c'est la dyspraxie. Tu as assez dyspraxique. C'est quoi ça ? C'est quand tu tombes à l'arrêt ou les objets te sont hostiles. Ah oui, ça, ils sont très, très méchants avec moi. Oui. Les objets te sont hostiles. Et, en particulier quand je skie. Alors là, ou quand tu conduis. Honnêtement, tu n'es pas un bon conducteur. Parce que tu es inattentif, ça c'est typique du TDA, et le fait de tout perdre. Monsieur Duss, un jour vous oublierez votre tête. J'oublie mes lunettes, j'oublie l'inattentivité du TDA. Il y a l'impulsivité, l'inattentivité. Tu as différents profils. Je suis juste... Et l'inattentivité, voilà. Et quand tu étais petit, tu étais extrêmement, je ne tiens pas en place. Oui, ça c'est vrai. Ça. Voilà, c'est typique. Voilà. Donc si vous voulez, moi j'aime bien ces histoires de discussion sur la France parce que ça montre que ça vient de très loin. Et donc je vais j'ai déjà vous la raconter, mais je vais raconter une petite anecdote là, parce que pour moi j'étais avec mon père, donc il avait une maison qui était sur les côtés de la Garonne, à côté de Toulouse. Il y avait un village en bas qui s'appelait Carbone, dans lequel il y avait un garagiste qui était notre garagiste, qui s'appelait après Muret, qui s'appelait Monsieur Méric. Donc Méric, c'était certainement un nom visigothique, hein, qui remontait à la nuit des temps. Bon, parce que les Visigoths avaient occupé Toulouse longtemps. Ça remontait au IVe siècle. Donc il était un Monsieur Méric. Et un jour, il dit à mon père, mon colonel, pourquoi vous habitez dans les coteaux là-bas? Là-bas, il n'y a que des esclaves. Alors mon père dit, bon non, je ne savais pas. Bon, mais alors il va demander au curé. On était en 78, hein. On était en 78, oui. 76, 78. Et il va voir le curé du village. Je lui dis, alors pourquoi il dit qu'il y a que des esclaves là-bas? Et le curé lui dit, parce qu'au Moyen-Âge, au XIIe au XIIIe siècle, les hommes à Carbone étaient libres et dans les coteaux là-haut, c'était des serfs. Donc on était 7 siècles après, le garagiste, il avait aucune idée de pourquoi il disait ça, mais ça descendait de la famille. Donc, quand vous êtes un homme politique, un homme, etc., vous devez prendre en compte dans votre pays cette espèce de lourdeur de l'histoire. Mais ça, tu vois dans des contrées comme la Corse, si tu veux, ou des familles, mais c'est vrai, mais tu avais ça avant dans les campagnes aussi, se parlent pas, parce que 5 siècles avant, il y en a un qui a raboté le terrain et qui lui a pris un mètre en bougeant la haie. C'est ça, mais tout à fait. Donc, quand vous êtes face à des pays comme ça, c'est comme ça que les Anglais sont quand même assez astucieux, c'est qu'ils respectent ça. Ils disent, si c'est là depuis longtemps,
c'est qu'il n'y a pas de raison de le changer. C'est ce que les Anglais disent en disant « If it's not broken, don't fix it ». Voilà, si c'est pas cassé, n'y touchez pas. N'y touchez pas. Et je suis assez d'avis, Voilà. encore une fois, ayant été à l'île de Ré enfant, il y avait cette grande digue qui remontait à Louis XIII. Personne ne savait à quoi elle servait. Personne ne savait à Louis XIII. Un jour, un ingénieur de la ville a dit « Allez, c'est pas joli pour le paysage, on la pète ». On s'est retrouvé avec du varech, des méduses, c'était dégueulasse. Il n'y avait plus de plage. Il n'y avait plus de plage et on ne savait pas pourquoi ils avaient fait cette digue, mais on l'a su. Eux, ils le savaient. C'est comme l'histoire que je raconte toujours. À Toulouse, mon professeur de droit m'avait raconté ça, l'histoire du droit d'ailleurs, monsieur Rouliac, que j'aimais beaucoup, celui qui aimait pas Montpellier, tu sais. Et enfin, il aimait pas Montpellier, il y allait jamais, mais enfin. Non, pourquoi y aller? Pourquoi y aller? C'était des nuls là-bas. Donc monsieur Rouliac, il était très sympathique. Et il racontait qu'il y a quand Toulouse s'est développée, on a commencé à faire des trous pour faire des parkings, puis ils ont trouvé des vieux tuyaux qui passaient, donc ils ont dit que c'est que ces trucs-là, ils ont tout cassé. Et c'est parce que Toulouse a été bâtie sur des marais, et c'était le réseau d'assainissement qui avait été bâti par les Romains. Et du coup, toutes les caves de la ville ont été inondées. Donc il a fallu rebâtir en vitesse le truc. Donc je crois que nos civilisations, il y a beaucoup de trucs enterrés comme ça, et c'est pas la peine de les casser. Mais non, mais encore une fois, si c'est des racines, il faut pas toucher aux racines, c'est pour ça que les plantes tiennent. Tu sais pas pourquoi c'est là. Oui, mais si tu sais pas, tu le laisses. Tu le laisses, tu bouges pas. Tu le laisses. Tu avoues ton ignorance. Et puis surtout, tu prends un chemin en route qui est celui de génération avant, et un peu d'humilité. Un peu d'humilité, c'est ça. Donc la connaissance de l'histoire, c'est l'apprentissage de l'humilité. Par exemple, moi dans les marchés financiers, les gens me posent des tas de questions parce que je suis une espèce de mémoire vivante des marchés financiers. Pourquoi ? Parce que je me dis, si j'apprends les conneries que tous les autres ont fait avant, je les ferai peut-être pas moi. Il me semble. Je ferai des conneries nouvelles, mais je ferai pas les conneries anciennes. On essaiera. Voilà. On en trouvera. Il y en a toujours à faire. À ce sujet, l'Université de l'Épargne, quand vous verrez cette vidéo, puisqu'elle sort avec une semaine de retard, sera sortie en bêta-test, encore une fois. Ça veut dire qu'on vous fait une espèce de petit lancement avant l'été, avec des vidéos qu'on mettra pendant l'été aussi, parce qu'on est encore en train de les tourner. Et puis, on attendra vos feedbacks, que vous nous disiez ce que vos retours, pardon pour l'utilisation du mot anglais. On attendra vos retours, que vous nous disiez vraiment ce que vous en avez pensé, là où on pourrait s'améliorer. On a fait au mieux. Vraiment, on a travaillé comme des Turcs. Vraiment. Et j'espère simplement... Ça bosse, les Turcs? Je sais pas pourquoi cette expression, d'ailleurs, d'où ça vient. Les Turcs, ils sont forts. Moi, j'avais entendu fort comme un Turc, mais j'avais jamais entendu bosser comme un Turc. Alors, on bosse comme quoi? Je sais pas, comme un énarque? Non, ça marche pas. Non, mais justement, s'ils arrêtaient de bosser, ça irait beaucoup mieux. Ouais. Comme le chien, il bosse très dur. Il bosse très dur, il vit très dur. Donc, on a beaucoup bossé et on espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. En tout cas, on a tout donné. Et lui aussi, d'ailleurs, il est dans toutes les vidéos, vous verrez. Et voilà, donc on vous dit, a priori, à la semaine prochaine, sauf si vous poussez des cris d'orfraie, pour la seconde partie, qui va être, à mon avis, très intéressante, puisqu'on va faire la révolution industrielle et tout le siècle des Lumières et la révolution française, donc ça va être bien. Et les rares périodes où la France a été vaguement libérale. C'est-à-dire la monarchie de Juillet, Louis XV et Napoléon III. La monarchie de Juillet, quelques années sous De Gaulle aussi. Voilà. Où on a compris ce que c'était que libéralisme, c'est-à-dire l'économie régie par le droit. Et on espère que ça vous a... En tout cas, je ne peux que vous enjoindre à acheter cet ouvrage pour 27 €, vous en avez pour votre argent. Et honnêtement, j'avais peur un peu au début que ça soit un petit peu comme un bouquin de fac, c'est-à-dire un peu trop aride. Or, pas du tout. Et ça n'est pas politiquement connoté, en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc, ça peut se lire vraiment de gauche à droite. Vraiment. Donc, investissez. Et pas celui-là, c'est pas la peine. Non, mais je le dis pour le coup. Voilà. Amusez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Mettez des pouces, parlez-en autour de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.